Ci ha mandato un video che dura 7 minuti e che vi voglio proporre con l'aiuto della regia. Est-ce qu'on est en démocratie? Voilà une question brûlante d'actualité. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. En grec ancien, c'est démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc se demander si on est en démocratie, ça veut dire se demander si le peuple a le pouvoir. De façon très concrète, on pourrait se demander, est-ce que le peuple de Russie veut une guerre avec le peuple d'Ukraine? Est-ce que le peuple des États-Unis veut une bataille commerciale avec le peuple de Chine ou avec celui d'Europe? Est-ce que le peuple de France veut des règles contraignantes sur l'environnement ou au contraire plus de liberté économique? Pour le dire autrement, que se passerait-il si le peuple exprimait sa volonté, si le peuple avait le pouvoir? Mais au fait, c'est quoi la volonté du peuple? Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple a le pouvoir? Pour répondre à cette question, je vous propose un petit rappel historique. Les républiques modernes sont nées il y a presque 250 ans, avec la Révolution américaine et la Révolution française. Le premier président des États-Unis, c'est George Washington. Il est désigné en 1789. En France, c'est en 1792 que la Convention nationale proclame la République. Ces systèmes politiques, aujourd'hui, on les appelle des démocraties libérales. Mais curieusement, les pères fondateurs de ces républiques ne voulaient pas d'une démocratie. Pour eux, la population était un culte dévoré par les passions, incapable de se gouverner elle-même. Il fallait que les décisions soient prises par une élite instruite, sage, fortunée, dotée d'un grand sens moral. Alors, ils ont créé les élections. Ou plutôt, ils ont créé des institutions reposant sur les élections. Et oui, depuis l'Antiquité, Aristote, Platon, en passant par les philosophes du siècle des Lumières, comme Diderot ou Montesquieu, tous les penseurs étaient d'accord sur cette évidence. L'élection est de nature aristocratique. Et c'est logique, elle permet de désigner une élite, les meilleurs ou ceux considérés comme tels. Et cette élite représente le peuple. Mais alors, c'était quoi pour eux la démocratie? Eh bien, c'était un système dans lequel les citoyens prennent les décisions de façon directe. Et deux mécanismes étaient identifiés depuis l'Antiquité. Dans le premier, les citoyens participent dans leur totalité à la décision. Dans le second, un sous-ensemble est tiré au sort pour se substituer à la totalité. Et donc les systèmes électifs étaient contraires à l'esprit de la démocratie. Et pourtant, aujourd'hui, le vote est considéré comme le summum de la démocratie. C'est quand même paradoxal. Alors, est-ce que la France, les États-Unis, l'Italie sont des démocraties? Non, a priori, si l'on s'en tient à la définition des anciens. Mais les choses ne sont pas si simples. En 1995, un chercheur du nom de Bernard Manin a proposé une réponse à cette question. Il a publié un livre intitulé « Principes du gouvernement représentatif ». Et dans ce livre, il fait la démonstration que les démocraties modernes sont des systèmes mixtes, aristocratiques et démocratiques à la fois. Le volet aristocratique, il est lié au mécanisme de l'élection, qui permet de désigner une élite, comme on l'a vu. La dimension démocratique, elle tient au fait que l'ensemble des citoyens participent à désigner cette élite. Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales prennent une et une seule décision. Elles choisissent la personne pour laquelle elles votent, en toute liberté, ou presque. Et les deux mécanismes aristocratiques et démocratiques sont indissociables. C'est Janus avec ses deux visages. Alors, est-ce que ce modèle mixte fonctionne encore aujourd'hui? Pas très bien, on peut quand même l'admettre, et plutôt de moins en moins bien. Et si on le remplaçait par la démocratie, c'est-à-dire par un système dans lequel les citoyens prennent les décisions de façon directe, et non par l'intermédiaire de leurs représentants? Le mécanisme du tirage au sort s'impose. Ici, il serait impossible de réunir l'ensemble des citoyens à chaque fois qu'il y a une décision à prendre.
Dans ce modèle que j'ai appelé concerto, il y a deux institutions législatives. La première propose des lois, la seconde les vote. La première est élue, la seconde est tirée au sort. Ceux qui écrivent les lois ne les votent pas, et ceux qui les votent ne les écrivent pas. Les femmes et les hommes qui composent cette assemblée tirée au sort, l'assemblée concertante, sont désignés pour un mandat de 4 ans, à raison de 4 jours par semaine. C'est un travail à temps plein. Il est très bien rémunéré, 10 000 € par mois, et un budget supplémentaire permet de couvrir les charges sociales et l'ensemble des frais qui pourraient être occasionnés par la mission. Personne ne doit être empêché de participer s'il est tiré au sort. L'Assemblée concertante est composée de 600 personnes réparties en 2 collèges. Un premier collège de 300 concertants se forme pendant les 2 premières années de leur mandat et réalise des missions d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Et un second collège, composé lui aussi de 300 concertants, correspondant aux 2 dernières années de leur mandat, qui vote les lois. Pour tous les projets d'évolution législative qui leur sont proposés, les concertants ont toute latitude pour se documenter, pour s'informer, délibérer, pour décider librement. Ils ne sont pas tenus par un calendrier électoral et par le besoin de se faire réélire. La question centrale qui se pose ici, c'est celle du choix entre un système, disons, aristo-démocratique et un système démocratique. Lequel des deux est le plus susceptible de favoriser l'harmonie au sein des nations et l'entente entre les peuples? Le modèle mixte a largement montré ses limites. Concerto, c'est un projet ambitieux. Il vise ce que les fondateurs des républiques modernes n'ont pas voulu mettre en place et que personne, à ce jour, n'a encore réalisé, la démocratie.